Campagne présidentielle 2016, le Gabon se rapproche inexorablement de la date du 27 août 2016, date à laquelle le peuple devra choisir celui qui présidera aux destinées de la nation durant les 7 prochaines années. Mais pour ce faire, il lui faudra des éléments de conviction et d'explication afin de faire un choix judicieux. Une semaine déjà, depuis que Canal 7 va de porte en porte à la rencontre des candidats à cette course électorale majeure, aujourd'hui, on ne demande qu'à vous croire, donne la parole à l'homme de la rue pour qu'il exprime ses attentes une fois le résultat final sera connu. Mais d'abord, comment apprécie-t-il le déroulement de la campagne? Ça se passe dans les bonnes conditions et tout ce que moi je veux que ça se passe dans ces bonnes conditions et qu'il y a la paix et que tout ce qui peut être là comme président, mais qu'il y a la paix, c'est tout ce que je veux là. Les gens ne peuvent pas aller prendre leur carte d'électeur au lycée d'État. Un certain nombre, on a mal aux pieds, on ne peut pas. Vous voyez ce que ça fait comme distance? Non, c'est très mal fait. C'est une façon de décourager les gens, et ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'abstention. Et ça profite à certaines personnes. Il faut dire que la campagne pour moi se passe bien dans l'ensemble du moment où on n'enregistre pas sur le terrain des faits qui peuvent être assez critiques, même si l'on constate une certaine impartialité au niveau de l'occupation de l'espace par les différents candidats. On sent une prédominance du candidat de la majorité au détriment de celui de l'opposition. Mais dans tous les cas, on s'en réjouit parce qu'il n'y a pas encore d'éléments assez critiques qui peuvent nous pousser à remettre en cause plus ou moins l'esprit dans lequel la campagne se déroule présentement. Par rapport aux années antérieures, il faut avouer que l'engouement n'est pas la même. Suite au fait que les gens sont un peu plus réticents par rapport aux années antérieures. Peut-être dû au fait qu'il y avait un peu de... C'est-à-dire qu'il y avait le front électoral. Mais or, aujourd'hui, les gens sont sceptiques et les gens se posent trop de questions. En dépit du fait que les gens sont optimistes via éventuellement le changement. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que sur 10 Gabonais, en moyenne 8, sinon 7 souhaiteraient que le pouvoir en place libère pour laisser place éventuellement à l'opposition. Bon, il faut avouer aussi que l'opposition actuelle a beaucoup de... disons, beaucoup de lacunes. Parce que, en dépit de ce qui se disent de part et d'autre sur les différentes chaînes de télévision, que l'opposition éventuellement s'associe pour des postes. Bon, c'est vrai que tout pays se construit éventuellement aussi sur des postes. Parce que pour qu'il puisse avoir changement ou accord, il faut qu'il y ait des postes. On a vu avec Barack Obama, qu'il a laissé place à Barack Obama pour tout simplement aussi un poste, qui est secrétaire d'État. Donc ça va de soi, ça va de soi. Moi je me dis qu'aujourd'hui, l'engouement n'est pas la même. N'est pas le même parce que simplement les gens veulent qu'il y ait un changement radical. C'est-à-dire le pouvoir en place laisse place aussi à d'autres personnes. Ali a gouverné 7 ans. Il est souhaitable aussi qu'on essaie de laisser 7 années aux autres, pour voir aussi ce que ça va donner. La formation et l'éducation sont les ferments les plus importants du développement d'une nation. Le Gabon se voulant compétitif dans le concert des nations, quoi de plus normal pour ses enfants que de se rendre dans les meilleures écoles possibles, à tout le moins dans les conditions les meilleures. Il n'y a de richesse que d'hommes, avait affirmé Jean Baudin. Cette vérité est impitoyable. Il faut former l'homme, il faut l'éduquer, et ça, les Gabonais y tiennent et attendent de bonnes écoles, une bonne formation pour leurs enfants. Mes attentes, c'est qu'il y a plus d'écoles, surtout dans les provinces, parce que dans les provinces, il n'y a pas vraiment des écoles en tant que telles. Donc il faut vraiment en avoir des écoles dans les provinces. Et ceux qui sont en Libreville, pouvoir y ajouter de façon à ce que le privé ne soit pas une matière dominative. Qui relève un peu le niveau des jeunes aujourd'hui qui ont un problème d'éducation au niveau du Gabon. Parce que beaucoup aujourd'hui, on a remarqué que pendant le septennat du président, vraiment, il n'y a pas eu des écoles construites. Et celui qui serait élu doit vraiment faire l'effort à ce sujet. C'est l'épineux problème aujourd'hui quand on parle d'éducation et de formation.
parce que le pouvoir en place a sacrifié la formation au détriment éventuellement peut-être de l'armée. Parce que tous ceux qui sortent de l'ENI, l'École nationale d'instituteurs, ou à la rigueur, tous ceux qui reviennent de l'extérieur, qui ont des diplômes, il y a des BTS, des Master 2, aujourd'hui sont au chômage. Ou bien parfois ils sacrifient leur diplôme pour l'armée. Bon, moi je me dis que ce que nous souhaiterons, hein, si le candidat président est reconduit, qu'il essaie de voir dans quelle mesure les diplômes ne soient pas sacrifiés pour l'armée. Hein? Bon, moi je me dis qu'aujourd'hui la formation est sacrifiée, complètement, hein, vraiment sacrifiée. Il va falloir que le pouvoir en place essaie de remédier à cette solution-là. Que ça change, que ce soit mieux que ce qu'on voit là maintenant, qu'il y ait plus d'écoles publiques, au lieu que le privé envahit tout. Ben, en matière d'éducation, de formation pour le futur président, plus d'établissements que de stades. On atteint également un peu plus d'investissement dans le cadre de l'entrepreneuriat en partant du milieu académique. Ça peut partir de la construction donc, au sein des établissements supérieurs et des établissements professionnels, par exemple des incubateurs avec des allocations budgétaires pour permettre à ceux-là qui sortent de directement présenter un projet et se voir être autonomes à la fin de leurs études. Ce serait également intéressant que le futur président développe l'économie sportive en mettant à contribution des bourses sport-études. Parce qu'on constate aujourd'hui que beaucoup de pays se développent également par rapport au sport. C'est également intéressant que le gouvernement, le futur président, puisse investir dans le développement de l'économie culturelle, qui passe notamment par la validation des droits d'auteur, parce que cela soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture et autres, ce sont également des domaines qui sont pourvoyeurs d'emplois. Donc on pense que pour pouvoir réduire le chômage au Gabon, il n'est pas seulement nécessairement utile de passer par des projets, des business plans et autres, mais on peut également développer la compétence qu'il a démontré dans d'autres pays, qui est également une création de richesse. Le développement des compétences pour que le pays brille plus que jamais, c'est une idée lancée depuis plusieurs années par l'un de nos premiers invités sur On ne demande qu'à vous croire. En 1993 déjà, Paul Mbabessol annonçait l'école cadeau et une formation rigoureuse. En 2016, il est resté droit dans ses bottes. Quand je serai élu, l'école, la santé, ça va être vraiment, on va dire, les 2 premières années, il faut absolument que le système scolaire soit mis au point, le système sanitaire. Bon, bien sûr, il y a des travaux qui sont commencés dans d'autres domaines, on les suit. Mais on se dit, il faut que notre système éducatif soit mis en place sur tout le territoire, qu'il n'y ait pas de raté. Une fois c'est mis en place, le reste va suivre. Isaac Makonga. Comment aujourd'hui, c'est vrai que l'école quasiment cadeau, mais on ne parle quasiment cadeau. Mais vous savez, vous avez lu les chiffres. L'État est responsable de combien d'écoles aujourd'hui? Tout le reste est privé. Pratiquement, l'État est dépossédé de la responsabilité de la formation des intelligences dans notre pays. C'est absolument inacceptable. Voyez? Alors quand on dit l'école est obligatoire, l'école est cadeau, mais vous avez beaucoup d'écoles publiques maintenant. Vous avez des écoles dont l'État est responsable. Il n'y a pas. L'école catholique qui avait été fondée pour justement les enfants pauvres. Aujourd'hui, je peux dire que même l'école catholique, ça coûte plus cher que les autres écoles. Alors ça veut dire que tout le monde a dérapé totalement. C'est ça déjà qu'il faut mettre de l'ordre. Chaque enseignement a été créé pour un but précis. Il faut le faire. Et le responsable de la formation des intelligences dans un pays, c'est l'État. Monsieur le Président, vous allez vous mettre à dos l'Église catholique en diminuant, par exemple, le prix de la scolarisation des élèves dans ces écoles. Mais pourquoi mettre l'Église catholique à dos? Moi, je sais ce qui se passait dans l'Église catholique. Et si les choses font autrement, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. L'Église catholique vers l'Église protestante, il y avait des subventions. Et comment il n'existe plus? Les subventions existent toujours. Non, je pose une question. Non, les subventions existent toujours. Alors maintenant, les chrétiens se posent la question, mais les subventions, c'est pourquoi? C'est avec ça qu'on éduquait les enfants. C'est avec ça que j'ai été éduqué. On disait que l'État donnait des subventions, mais l'État ne demandait pas
à l'Église catholique de payer la scolarité. Alors, Monsieur le Président, pour trancher cette question de l'éducation, la formation, vous avez pointé un certain nombre d'insuffisances. C'est d'abord l'État qui est mis à l'index parce que les enseignants réclament beaucoup de choses dans l'exercice de leurs fonctions. Vous, Président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour que les enseignants ne partent plus dans la rue pour réclamer des choses, pour que les enseignants ne réclament plus la PIP, pour que les enseignants ne demandent plus la PIF et tout le reste? D'accord. Vous avez déjà une partie de la réponse. Lorsque je dis que je suis président de la République, je dis État général de l'enseignement. Il faut qu'il y ait réunion, qu'on sache. Les enseignants. Il y a eu des tas d'états généraux. Mais oui, ça n'a pas été appliqué. Et puis, ce n'est pas comme dans mon esprit. Les états généraux, c'est ceci. Les représentants du gouvernement, les représentants de la société civile, les représentants des confessions religieuses et autres, ils se réunissent. Vous allez me penser un système éducatif sérieux. Et ils vont se mettre à travailler. Et à partir de leur travail, on va faire des lois. Et c'est des choses qui doivent se faire très rapidement une fois que je suis élu. C'est là la première chose. Et d'autre part, les domaines de l'enseignement et de la santé doivent sortir des discussions habituelles. C'est-à-dire un domaine particulier qui va être géré avec une commission. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, on ne doit pas avoir des grèves, puisque la commission sera composée d'enseignants et d'autres. Ils vont suivre progressivement l'évolution de la chose. Et s'il y a des manquements, ils vont tout de suite alerter le gouvernement pour dire qu'il y a tel domaine qui ne va pas. Et le gouvernement va en plus reprendre conscience de son devoir de la formation des intelligences du pays. Oui, le pays a besoin de nombreuses intelligences et il a également besoin, mais surtout, le devoir de les entretenir. Depuis 1990, le système éducatif du Gabon présente de grosses difficultés, soulignées par les grèves à répétition qui ont émaillé son long chemin au sortir de la conférence nationale. Malgré la volonté souvent affichée par les uns et les autres, rien ne semble réussir à résorber cette énorme avarie qui, au final, empêche nos enfants d'accéder à une bonne éducation publique et, par ricochet, d'accélérer le développement du pays. Monsieur Ndong-Sima, vous êtes candidat à cette élection. Peut-on se contenter de ce système scolaire? Est-ce que l'organisation de notre système scolaire actuel est pertinente? Est-ce qu'elle est efficace? Je vous répondrai non. Elle ne l'est pas du tout, même pas un tout petit peu. Par exemple, si vous êtes dans un quartier comme celui où j'habite, vous voyez que les jeunes enfants qui ont fait une scolarité normale dans les classes primaires, qui ont le concours d'entrée, enfin il n'y a plus de concours, mais qui rentrent en 6e à 11 ans par exemple, 10 ans, 11 ans, bah, ils doivent passer ici à 5h30, 6h du matin pour se rendre au lycée Léon-Bas ou bien au lycée technique, c'est-à-dire très très loin de leur domicile. Au cœur de mon projet de société, il y a une hypothèse forte, très forte, qui est à la fois une hypothèse d'ordre scolaire, mais d'ordre d'infrastructure, mais également qui tient à une volonté de relancer le pouvoir d'achat, de rendre du pouvoir d'achat aux familles. En réalité, ce qu'il faut, c'est redessiner l'intégralité de la carte scolaire des enfants. De telle sorte que c'est l'hypothèse principale que je fais en matière d'éducation. D'abord et avant tout, aucun enfant ne devrait aller à l'école à plus de 30 minutes à pied de son domicile. C'est-à-dire que vous allez construire des écoles? C'est évident. Personne n'a plus de 30 minutes à pied de son domicile. Pourquoi? D'abord parce qu'en faisant cela, on s'assure que les enfants qui arrivent le matin à l'école ont la même fraîcheur, tous les uns et les autres, pour assimiler les leçons, les cours, les matières qui leur sont dispensées par les enseignants. Ça, c'est une première contrainte. Mais il ne suffit pas de dire que personne ne doit aller à plus de 30 minutes à pied. Il faut aussi dire que nous ne devons pas dépasser des salles de classe. Aucune salle de classe ne devrait dépasser idéalement 25 élèves, mais par tolérance, 30 élèves par salle de classe. C'est de cette manière-là que la charge de travail des enseignants sera ramenée à un niveau qui est raisonnable et qui leur permettra de prendre le temps
de surveiller chacun des élèves dont ils auront la charge pour leur permettre de recevoir les leçons. Mais ça a une conséquence économique aussi. Aujourd'hui, dans le budget des ménages, celui dont les enfants qui vivent dans un quartier comme celui-là, mais ceux qui vivent encore plus loin, PK12, etc., PK15, et plus loin encore, ou bien Malib, quand ils doivent aller à l'école, les parents doivent débourser des sommes d'argent de plus en plus fortes pour payer le transport de leurs enfants le matin. Si vous établissez une carte scolaire qui réduit de façon systématique la durée de trajet des enfants, vous rendez aux parents, aux ménages du pouvoir d'achat. C'est de l'argent dépensé en moins dans le transport et qui serait de l'argent en plus dans le budget que le ménage utilise pour sa consommation, pour les autres affaires dont il a besoin. Donc vous voyez, c'est une combinaison. Ce n'est pas seulement un problème concernant le contenu de l'enseignement, c'est d'abord un problème concernant les infrastructures, la définition du contenu de l'enseignement et le pouvoir d'achat que les familles, les ménages récupèrent à l'occasion de cette opération. Et en ce qui concerne le contenu, il est essentiel que les académies disposent de conseils d'orientation dans lesquels le contenu pédagogique est discuté non seulement avec les enseignants et les ministères, etc., mais aussi que les employeurs, les syndicats patronaux, etc., soient mis à contribution pour éclairer ce que sont les visions sur le moyen et long terme des perspectives d'emploi qui arrivent sur le marché. Parce que sinon, nous continuons à pousser les enfants dans des filières qui n'ont pas de débouchés. Et dans ces conditions, nous créons nous-mêmes un chômage structurel de très long terme. Il faut donc que l'on arrive à régler la question du contenu des enseignements pour que les enfants qui vont être mis dans les écoles soient, dès le départ, en mesure de connaître un peu mieux les perspectives sur le moyen terme et le long terme en matière d'emploi. Oui, le domaine de l'emploi, de façon générale, peut être concerné par cette façon de voir les choses. En effet, il faudra quelque chose de nouveau pour redynamiser la fonction publique. N'est-ce pas, M. Pierre-Claver Manga Moussavou? Il y a un élément important qui va transformer la fonction publique. C'est que le poste budgétaire ne sera plus attaché à l'individu, mais sera attaché à la structure. Lorsqu'on parle de carte scolaire, cela veut dire l'affectation des femmes et des hommes en fonction des postes budgétaires ouverts dans chaque établissement, en fonction des effectifs. Les problèmes de retard de paiement, cela ne devrait plus exister. D'autant plus que si on ouvre pour une école de Kokobich 10 postes budgétaires, on y affectera 10 enseignants qui trouveront leur rémunération au trésor de Séan. Donc, il n'y aura plus de distance entre un fonctionnaire qui a un poste budgétaire ou qui vient d'être intégré dans la fonction publique, qui attendra 1 an ou 2 avant d'être rémunéré. Cela entraîne des problèmes dans la gestion du personnel. Et puis, il faut effectivement améliorer les revenus. Mais je ne pourrais pas tolérer que les enfants gabonais soient sacrifiés sur l'autel de la mauvaise gouvernance et que les enfants gabonais soient pris en otage. Mais l'on dit toujours, comme Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous interrompre, que souvent les acteurs politiques choisissent ce terrain de l'éducation pour se faire la guerre, une guerre interposée. Est-ce que cela aussi n'est pas une des explications? Ceux qui feraient cela seraient proprement des assassins, non seulement de nos enfants, mais de notre pays. Moi, Président, je ne tolérerai pas cela. Parce que pour moi,
tout investissement doit porter sur l'homme, par l'homme et pour l'homme. Donc, l'éducation, la formation sont des maîtres mots qui vont faire en sorte que le Gabon ait un avenir. Je ne lésinerai pas sur les moyens pour que ce secteur soit performant. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on prenne nos jeunes en otage. Parce que chacun voudrait, parce que celui qui en haut ne montre pas suffisamment d'exemple et détourne à profusion, que l'enseignant se dit, au fond, pourquoi pas, moi je n'aurais pas aussi tel ou tel autre avantage. Montrons l'exemple, et l'enseignant qui a été toujours quelqu'un qui a considéré sa fonction comme un sacerdoce, puisse s'y consacrer avec beaucoup de sérénité. Quels sont les chiffres que vous pouvez avancer pour ce secteur-là? Vous avez été en charge de la formation professionnelle. Et pour ce secteur, commençons d'abord par être pragmatiques. L'État, en dehors des allocations familiales, appuiera les familles avec 30 000 francs par trimestre pour de 0 à 10 ans et de 10 ans à 20 ans, 45 000 francs par trimestre, en dehors des bourses scolaires qui vont être attribuées aux enfants qui le méritent, pour appuyer les parents, pour faire en sorte que les parents puissent s'y adonner à l'éducation, puissent s'adonner à l'éducation de leurs enfants. Et pour montrer aussi que ces enfants appartiennent à l'État gabonais et que l'État gabonais veille à ce que cet investissement soit performant, parce que c'est l'avenir de notre pays. Un enfant qui a son bac aura 10 années de crédit d'études. Ça ne veut pas dire que tout le monde restera 10 ans à faire des études. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, vous avez une licence professionnelle, vous pouvez commencer à travailler. Vous voulez vous arrêter au Master 2, vous vous arrêtez. Vous voulez faire un travail de recherche, vous avez un doctorat, mais il faut prolonger cela pour aller le plus loin possible, vous spécialiser. Vous avez 10 ans. Et si votre spécialité nécessite qu'on prolonge votre crédit d'études, on le fera au cas par cas pour aller à 11, 12 ans, voire 13 ans, pour que vous terminiez et que vous veniez vous mettre à la disposition de votre pays. Les enfants qui n'ont pas pu se former, au lieu d'être laissés sur le bas-côté, vont bénéficier de 3 années de crédit de formation professionnelle pour qu'ils aient un métier. Car il n'y a pas de son métier, comme vous le savez, il n'y a que de sortes gens. Ces efforts colossaux en direction de la formation de l'homme gabonais ne représentent en définitive rien au regard des résultats attendus. Pour le candidat du Parti social-démocrate, investir dans l'éducation peut sembler coûter cher pour le contribuable gabonais, mais selon Pierre Claver Manga Moussavou, le pays gagnerait à y aller car les retombées seront plus que bénéfiques pour le Gabon. Peut-on penser que Gérard Elangema en pense moins quand lui voudrait véritablement mettre l'accent sur l'enseignement public, seule manière de soulager les familles du poids que pèse la scolarisation des enfants obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans dans notre pays? Il faut rendre la primauté à l'école publique. J'entends redonner le lustre de l'école publique. Je voudrais que... D'autant qu'il y a une floraison d'éducation privée, entre guillemets, comme oui, c'est-à-dire que je vais tuer cela par l'excellence de l'école publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais répondre à la question des infrastructures. Il faut créer les structures. Je vais répondre à la question désormais des internats. Il faut école internat. Je vais répondre à la question de l'adéquation formation
besoin en éducation. Nous n'allons plus former les gens pour former. Nous allons, après cet audit, après l'audit, nous allons savoir que le Gabon a besoin de temps d'enseignants en chimie. Il faut les produire. Nous allons former en sachant que le Gabon a besoin de tant de maîtres au préscolaire. Il faut les fournir. Je vais, dans cet élan, revoir la question de la rémunération des enseignants. Je trouve qu'ils ont la tâche la plus difficile et ils sont payés vraiment de manière très ingrate. Donc pour moi, il est question qu'ils aient un statut particulier dans ce pays parce que lorsque quelqu'un enseigne 150 élèves, il a 150 copies à corriger par devoir, ce n'est pas rien. Donc c'est un domaine pour lequel je voudrais mettre un accent. Je voudrais rapprocher l'école des habitations. Parce que comment pouvez-vous imaginer un enfant qui parcourt 5 km à l'aller pour aller à l'école, à midi il doit revenir chez lui, il doit repartir à l'école. Quand il revient le soir, c'est un enfant épuisé et il ne peut pas étudier ses leçons. Donc cela veut dire qu'il faut une multiplication ou une multiplicité des structures scolaires. Des structures scolaires, la formation des enseignants, il faut les recycler de manière régulière. Il faut, à la limite, construire des internats. Il faut faire en sorte qu'il y ait des lycées dans chaque province, des lycées qui ont une orientation générale, une orientation technique et des centres de formation dans chaque capitale provinciale. C'est nécessaire. Et maintenant, voir par la suite comment rapprocher les CS des départements, au niveau des départements, au niveau des grands centres de village pour que l'enfant soit à côté de l'école. Et cela permettra aussi de réduire la question de l'exode rural parce que les parents sont obligés de prendre les enfants par manque d'infrastructures, de les envoyer à des distances incroyables, parfois peut-être pas chez leurs parents. Quelques heures avant son ralliement à la candidature de Jean Ping, nous étions allés frapper à la porte de Casimir Oyemba, alors candidat de l'Union nationale. L'ancien Premier ministre entendait lui aussi que l'éducation et la formation comptent pour beaucoup dans l'éclosion d'une nation. Il avait d'ailleurs beaucoup insisté sur deux faits. Sur quoi insistiez-vous justement, M. Casimir Oyemba? Je voudrais insister sur la politique de formation de la jeunesse gabonaise à tous les niveaux, au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau supérieur. Lorsque on délivre un diplôme à un Gabonais, je ne veux pas que ce soit un diplôme qui serve seulement au Gabon. Je veux que ce soit un diplôme qui permette aux titulaires gabonais de ce diplôme de soutenir valablement, honorablement la comparaison avec un Suédois qui a le même diplôme, un Chinois qui a le même diplôme, un Sénégalais qui a le même diplôme, un Français qui a le même diplôme. Or, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, n'est-ce pas? Et je voudrais aussi insister sur la nécessité de donner aux jeunes Gabonais une formation qui leur permette, qui leur facilite l'insertion dans la vie professionnelle. Emmagasiner des connaissances, bon, c'est assurément satisfaisant pour l'esprit. Avoir des diplômes, c'est bien. Mais si je ne peux pas, avec ce diplôme, obtenir un emploi, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je voudrais faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre les formations que les jeunes reçoivent et les possibilités d'insertion dans la vie professionnelle, dans la vie sociale que ces diplômes peuvent leur ouvrir. Et pour cela, j'envisagerais d'organiser une grande concertation entre les administrations, les entreprises d'un côté, qui sont les utilisateurs j'allais dire, de ces produits que sont les jeunes Gabonais formés, et les milieux enseignants, dispensateurs
de savoir et d'aptitude et de connaissances, de façon que les choses soient un peu plus harmonisées. Je voudrais également développer davantage que ça ne l'est pour le moment dans notre pays, l'apprentissage. L'apprentissage, le mentorat, de façon que, notamment dans les filières professionnelles, un jeune qui se forme ne se forme pas seulement à, comment dirais-je, à acquérir des connaissances théoriques, mais que dans son parcours, sur son cursus d'études, on puisse aménager des possibilités de se frotter un peu aux réalités des métiers et des occupations professionnelles. Enfin, je pense qu'il faut également prévoir des passerelles entre la vie professionnelle et, comment dirais-je, l'amélioration des connaissances par la formation continue. Les connaissances, les techniques, les pratiques évoluent tellement vite dans le monde d'aujourd'hui. Il est clair qu'après avoir mutualisé ses efforts avec Guinzo Bandama et le candidat Jean Ping, Casimir Oyemba entendra faire aboutir cette vision pour l'éducation des jeunes Gabonais. Mais pour Abel Mbombe Nzondo, l'heure est à l'invention d'une école absolument particulière. Je veux construire des grandes écoles, des grands établissements, où à l'intérieur c'est toute une vie. C'est-à-dire que vous aurez des infirmiers qui seront logés à l'intérieur, vous aurez des médecins qui seront logés à l'intérieur, vous aurez des magasins à l'intérieur. Et vous allez construire combien d'écoles comme ça avec qui est une base vie telle que vous la présentez? On commencera avec une école. Et elle sera située où? Je n'aurais pas envie de dire que j'aimerais la construire à Libreville. Je pense que Libreville étant la vitrine du Gabon, s'il faut avoir un test, on le fera d'abord à Libreville. Je ne suis pas comme celui qui pense qu'on peut faire quelque chose, on peut le faire à coup de bâton magique. Monsieur le Président, c'est vrai qu'on commence par une école. Naturellement, vous allez commencer par une école, mais des écoles comme ça, vous en construirez combien sur l'ensemble du territoire national? Je ne peux pas me lancer dans l'idée de chiffrer, plutôt de dénombrer. Autant pour moi de dénombrer le nombre. Je ne suis pas là pour dire que je vais construire tant d'écoles. C'est-à-dire que nous aurons si notre système économique, puisque nous sommes une économie de rente jusqu'à preuve du contraire, si elle nous donne les recettes qu'elle nous donne, nous tiendrons d'abord compte de ce que nous aurons dans nos caisses pour pouvoir nous réaliser. Mais je vous dis, en matière d'éducation, je ferai tout pour construire le grand établissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir, tout a été pensé petit. Vous ne pouvez pas construire une école qui abrite 4 000, 5 000 élèves avec un seul logement d'enseignants. Et quand vous demandez à ces enseignants qui n'ont même pas de fois de logement, parce que les fameuses primes de logement qu'on octroie aux enseignants, entre 100 et 150 000, vous connaissez une maison, pour ne parler que de Libreville, vous connaissez une maison de 3-4 chambres qui coûterait 150 000 francs? Non, mais effectivement, on en parlera lorsqu'on va aborder les questions d'habitat, parce que c'est sûr que vous, Président de la République, vous allez essayer d'apporter le bien-être nécessaire à l'ensemble de la population. En fait, ce que je voudrais dire, ça veut dire que l'éducation nationale, ça commence par là. Celui qui est censé former l'élève doit d'abord jouir d'une certaine sécurité. Sécurité au niveau de l'habitat, sécurité au niveau des transports, il doit être un homme sécurisé. Mais j'ai l'impression que tout le monde est dans une situation où on l'expose, l'enseignant. Il ne peut pas vous donner le meilleur de lui-même. Or, ce que le contribuable peut attendre d'un enfant, c'est bien qu'il donne le meilleur de lui-même. Mais pour donner le meilleur de lui-même,
certains candidats ont clairement énoncé leurs priorités en matière d'éducation une fois arrivés au pouvoir. Que faut-il faire en premier, M. Milamami Togo? C'est simple. Il faut réouvrir les internats partout pour soulager les familles. Je voudrais que 80% de nos élèves soient dans les internats. Et dans les 80%, ce sont les élèves issus des quartiers défavorisés et des familles économiquement faibles. Je veux le transport scolaire gratuit dans les grandes agglomérations. Parce qu'il y a un enfant qui peut rater sa vie simplement parce que ses parents n'ont pas pu lui donner l'argent du taxi. Et toujours dans ce domaine, les frais d'écolage. Le transport gratuit, on l'a eu au Gabon à un moment donné de l'histoire du pays, oui. Mais on a quand même vu quelques dérapages dans le transport gratuit avec les cascadeurs et tout ça. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réfréner tout cela, pour canaliser les Avec la élèves? Sécurité, je crois qu'il suffit de mettre la sécurité derrière. Si nos policiers font tranquillement leur travail, personne ne viendra le faire. Vous savez déjà que la majeure partie des élèves seront dans les internats. Et les 20% qu'on va transporter, on va mettre de l'ordre pour que la discipline, vous savez, il y avait de la discipline dans ce pays. Moi, messieurs, on ne faisait pas ça. Je crois que le lycée, on ne faisait pas ça. Il faut remettre la discipline au centre du jeu et à tous les niveaux, la moralisation de notre pays. Et si, comme le dit le candidat qui se dit de l'interposition ou qui se dit être la troisième voie, la moralisation du Gabon est en effet la priorité des priorités, il faut donc normaliser les rapports des Gabonais à leur administration, à leurs lois et même à leurs prochains. Car selon eux, il y a de quoi faire dans la gouvernance aussi bien sociale qu'économique du pays. Que les gens soient moins corrompus que maintenant. Hein. On n'a confiance à personne. La corruption a atteint un niveau tel que ça devient un fléau. À tous les niveaux. Hein. Alors je n'ai confiance ni à l'opposition, ni au pouvoir actuel, je n'ai confiance à personne. J'ai confiance à Dieu seulement. Ben, plus d'impartialité. Cela se traduirait par exemple en période électorale présentement par la libération de ceux qui sont politiquement incarcérés. Parce que nous partons du principe que la campagne est une fête et qu'il est important que tout citoyen puisse justement jouir et se faire entendre pendant cette fête. Donc ce serait déjà intéressant. Plus d'impartialité également au niveau de la justice de façon globale. On constate qu'il est plus facile de mettre en prison un voleur de téléphone qu'un criminel rituel. Donc c'est quand même quelque chose qui est à déplorer. On demande beaucoup d'impartialité à ce niveau. Parlant de bonne gouvernance, aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Parce que la majorité des secteurs d'activité sont en grève. Quand on prend, c'est pas concevable que tous les ministères soient en grève pendant 7 ans. C'est aberrant même dans un État où on se pose beaucoup de questions. Ce qui aujourd'hui a conduit, ma foi, selon moi, à l'absence, sinon aux grèves intempestives dans les différents ministères, c'est peut-être la création de l'ANGT. Parce que l'ANGT, tout est délocalisé pour l'ANGT. C'est-à-dire c'est l'ANGT, même quand il s'agit d'un stylo dans les différents ministères ou les administrations, il faut faire appel à l'ANGT. Quand le ministère du budget vote éventuellement un budget accrédité pour tel ou tel ministère, le ministère doit écrire à l'ANGT parce que c'est l'ANGT où le budget est censé aller. Or, l'ANGT a sacrifié complètement, dirons, l'administration gabonaise. Parce que l'administration gabonaise aujourd'hui, elle est en grève. Et c'est triste pour notre pays. Et si l'on repartait dans la rue, en définitive, qui selon eux est bien parti à 6 jours du scrutin? Pour moi, le candidat le mieux placé, c'est celui qui fait mieux son travail. Celui qui fait mieux son travail, c'est celui qui est là pour édifier le peuple, pour envoyer le peuple à la raison. C'est simplement mon opinion. Et parmi les 14 candidats, quel est celui qui envoie mieux son message au peuple? Ali Bongo Ndiba. Je ne peux pas vous dire soit c'est Ping ou Ali. Moi je dis, il y a Guidzo Bandama qui a servi longtemps président de l'Assemblée, c'est déjà un pacte. Il y a Ping qui a servi hors du Gabon, ça dit beaucoup de choses. Hein? Ali a servi. Bon, à ceux qui ne veulent pas, Ali. Il y en a ceux qui veulent le changement. Papa,
ce n'est pas chose facile que le plus fort gagne. Ils font la politique du vent, tous. Ils sont tous pareils. Ils se connaissent depuis longtemps, ils font la même chose. Pour eux, dans leur famille d'abord, nous, les pauvres, on n'a rien. Ce n'est pas la peine. Mathématiquement, on dirait que c'est le candidat de l'opposition parce qu'il a pu rallier derrière lui bon nombre de ses adversaires. C'est déjà un indicateur. On constate également que bon nombre des adversaires qui ont rallié le candidat de l'opposition actuelle sont des transfuges des anciens membres donc, du parti au pouvoir, de la majorité, ce qui fait qu'il y a des voix qui s'égrènent de ce niveau pour le candidat donc, de l'opposition. Mais tout n'est pas encore joué. On connaît très fort également la puissance de la majorité. On va attendre le soir du 27 août pour voir effectivement qui est le candidat qui était le mieux placé. Donc le meilleur gagne et que on laisse parler les urnes. Bien sûr, c'est pire. Ce qui est sûr, c'est en tout cas ce qui a commencé à faire la campagne avant les autres, je crois un an avant. Donc, je crois que c'est lui qui a le vent en ce moment. Jusqu'à preuve du contraire, le président candidat ne nous a pas convaincus. Selon moi, il ne m'a pas convaincu. Parce qu'il y a trop de lacunes. Aujourd'hui, c'est à la tue-tête. On essaie de raccorder les différents morceaux pour dire qu'on a travaillé pendant 7 ans. Bon, dire aussi que c'est ping. On attend éventuellement son projet de campagne parce que jusqu'alors, tout ce qu'il nous dit, c'est libérer le Gabon. Mais libérer le Gabon, en quoi faisant? Il faut qu'il nous propose aussi quelque chose d'assez crédible. Hein, assez crédible. Moi, j'ai déjà récupéré ma carte d'électeur. J'ai récupéré ma carte d'électeur qui est là. Hein? Ben maintenant, on attend voir éventuellement si les candidats sinon de l'opposition, via éventuellement PING, il doit nous donner un projet de campagne digne de ce nom. Un projet de société où on estime que demain, après-demain, c'est vrai, les postes sont là, mais qu'est-ce qu'il est censé nous promettre pour un lendemain meilleur? Remédier éventuellement à la crise qui sévit. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans, c'est peut-être pas en 7 ans. Mais il faut qu'ils nous disent quels sont les rouages, qu'est-ce qu'ils nous proposent réellement pour qu'on puisse aller de l'avant. Bon, puisqu'on veut le changement, on estime qu'on a Ping, on a Casimir Oyemba aujourd'hui. Bon, Guy Zouba Dama est-il crédible? Il faut avouer aussi qu'avec Ping, nonobstant ce que le pouvoir en place nous parle de Mbagné, on estime qu'avec Ping, un changement peut arriver quand même. Laissons place aux autres. Il a gouverné 7 ans, donnons aussi 7 ans aux autres pour qu'on puisse voir. Si avec lui, après 7 ans, on estime que c'est pas aussi bon, on donne la chance à quelqu'un d'autre, et puis ainsi de suite. Merci. Moi, je me dis que c'est ça. Après avoir rencontré les candidats à qui les populations affublent déjà de nombreuses appellations, j'ouvre les guillemets, de candidats solitaires à candidats manipulés, en passant par les candidats abonnés au scrutin présidentiel, je suis toujours entre les guillemets, il se peut que dans les tout prochains jours, les 2 poids lourds de ce scrutin, là aussi, je suis dans les guillemets, Ali Bongo Ndimba et Jean Ping voient les valises dont ne demandent qu'à vous croire se poser devant leur porte. Ce sera mon dernier mot. Je sais que vous ne demandez qu'à me croire, et bien moi-même aussi, en attendant leur coup de fil, puisque les invitations sont d'ores et déjà lancées. À bientôt.